Il a régné sur la France pendant 20 ans. Il a voulu le bien de son peuple, c'est lui-même qui le répétait, sans jamais douter de sa sincérité. Il a pleuré en apprenant les souffrances des paysans. Et c'est lui qui a signé l'arrêt de mort d'une monarchie vieille de 1000 ans. Pas par méchanceté, pas par calcul, par quelque chose de bien plus dévastateur. Une incapacité absolue à comprendre ce qui se passait autour de lui. Les manuels scolaires vous ont peut-être appris que la Révolution française était inévitable, que le peuple s'est soulevé contre l'oppression, que la liberté a triomphé de la tyrannie. C'est une belle histoire. La réalité est à la fois plus chaotique, plus humaine et infiniment plus tragique. Ce que les livres passent sous silence, c'est que la monarchie française n'a pas été renversée par une idée. Elle a été détruite par une série d'erreurs, de lâchetés, de hasard et de fuite, au sens littéral du terme. Ce qui s'est passé entre 1789 et 1792 n'est pas simplement la naissance d'une république, c'est l'effondrement d'un monde entier. Un monde où le roi était de droit divin, où l'ordre social semblait gravé dans le marbre depuis des siècles, où la France était la plus grande puissance d'Europe. Tout cela s'est désintégré en moins de 3 ans, sous le poids de la famine, de la guerre, de la trahison, et d'un monarque qui, au moment décisif, a choisi de fuir plutôt que de gouverner. Nous allons décortiquer tout ça ensemble. Comment une monarchie millénaire s'est effondrée? Pourquoi personne ne l'a vu venir? Ou plutôt, pourquoi ceux qui l'ont vu venir n'ont rien pu faire? Et ce que cette histoire dit de nous, aujourd'hui, dans un monde où les institutions que nous croyons éternelles peuvent disparaître en quelques mois. Si ce genre d'histoire vous fascine, des empires qui s'effondrent, des révolutions qui dévorent leurs propres enfants, des moments où tout bascule, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Ça nous aide vraiment à continuer ce travail. Dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo, ou quelle heure il est chez vous en ce moment. On adore voir d'où vient notre communauté. Plongeons dans le XVIIIe siècle. La France est la nation la plus peuplée d'Europe occidentale. Sa langue est celle de la diplomatie, sa culture rayonne jusqu'en Russie, ses philosophes, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, bouleversent les esprits du monde entier. Leurs noms circulent dans tous les salons, de Lisbonne à Saint-Pétersbourg. Derrière ce vernis d'éclat et de grandeur, la machine royale est en train de se gripper, lentement, silencieusement, comme un mécanisme d'horlogerie dont personne ne veut admettre qu'il est brisé. Louis-Auguste de France hérite du trône à 20 ans, en 1774, après la mort de son grand-père Louis XV, un roi qui avait lui-même laissé les finances royales dans un état désastreux. Le nouveau souverain n'est pas un homme cruel. Tous ceux qui l'ont connu témoignent de sa bonté naturelle, de sa simplicité dans les manières, de sa sincère compassion pour les pauvres. Il y a une anecdote qui dit tout. Lors d'un hiver particulièrement rude, il ordonne de distribuer du bois de chauffage aux habitants de Versailles de sa propre cassette personnelle. Mais gouverner un empire n'est pas une question de bon cœur. C'est une question de volonté, de clarté et de courage politique. Sur ces 3 points, Louis XVI est tragiquement déficient. Imaginez un homme qui prend une décision le matin et l'annule le soir, sous la pression de sa cour. Un homme qui nomme un ministre réformateur brillant, le laisse travailler 6 mois, puis le renvoie parce que les nobles se sont plaints. Un homme qui oscille perpétuellement entre 2 camps opposés, sans jamais choisir son camp définitivement. Ce n'est pas une critique morale, c'est un constat clinique. Louis XVI est constitutionnellement incapable de la brutalité froide que requiert parfois le pouvoir. Son premier grand ministre des Finances, Turgot, est un génie. Il comprend dès 1774 ce qui attend la France si rien ne change. La banqueroute, puis le chaos. Il propose des réformes radicales. Abolir les privilèges fiscaux de la noblesse et du clergé. Libéraliser le commerce du grain. Supprimer les corporations qui étranglent l'économie. Louis XVI approuve. Puis la cour rugit. La reine Marie-Antoinette s'oppose, les parlements résistent. Et Louis révoque Turgot. Les réformes meurent dans l'œuf. On recommence à emprunter. On recommence à dépenser. La machine s'emballe un peu plus. La guerre aggrave tout. La France soutient financièrement les colons américains dans leur révolution contre l'Angleterre. Une revanche stratégique contre l'ennemi héréditaire
t'y coûte une fortune que le royaume n'a pas. Necker, le successeur de Turgot, finance cette guerre par des emprunts massifs. Quand la paix arrive, le déficit de la couronne dépasse le 5e de ses revenus annuels. La France est en train de se noyer dans ses propres dettes. Au même moment, les idées circulent. La déclaration d'indépendance américaine est traduite, commentée, admirée dans toute l'Europe. Elle dit des choses simples et terrifiantes pour tout monarque absolu. Que les hommes sont nés égaux, qu'ils ont des droits inaliénables, que les gouvernements tirent leur légitimité du consentement des gouvernés. Des officiers français ont combattu aux côtés de Washington. Ils reviennent avec ces convictions chevillées au corps. Un certain marquis de Lafayette en fait sa Bible. Voilà le tableau. Une monarchie endettée jusqu'à l'os, incapable de se réformer, confrontée à des idées qui remettent en question son existence même. Au centre de tout ça, un roi bon mais impuissant, une reine détestée que le peuple surnomme Madame Déficit, et une aristocratie qui préfère couler avec le navire plutôt que de jeter du lest. Mais tout cela n'explique pas encore pourquoi la Révolution a explosé en 1789 et pas avant. Pour ça, il faut regarder le ciel. L'été 1788 est catastrophique. Un orage de grêle d'une violence extraordinaire ravage les récoltes dans des dizaines de provinces. L'hiver qui suit est l'un des plus rigoureux depuis des décennies. Les vignobles gèlent, les potagers sont anéantis. Au printemps suivant, le prix du pain atteint des sommets insupportables. Dans certaines régions, un ouvrier doit consacrer la quasi-totalité de sa journée de travail à l'achat d'un seul pain. Des familles entières ne mangent plus à leur faim. À Lyon, les chômeurs se comptent par dizaines de milliers. Et simultanément, un accord commercial signé avec l'Angleterre quelques années plus tôt ouvre les frontières françaises aux tissus anglais moins chers. Les manufactures ferment, les tisserands se retrouvent sans travail du jour au lendemain. La France ne souffre pas. Elle brûle d'une fièvre sèche, silencieuse, qui monte depuis des mois. Il ne manque plus qu'une étincelle. C'est dans ce contexte que Louis XVI, acculé par une faillite imminente, convoque les États généraux en mai 1789. Une assemblée des 3 ordres du royaume qui n'avait pas été réunie depuis 175 ans. Il espère trouver un compromis sur les finances. Il ne réalise pas qu'il vient d'ouvrir une boîte dont il ne pourra plus refermer le couvercle. Le peuple qui se rend aux États généraux n'arrive pas avec des pétitions polies. Il arrive avec une fureur contenue, des années d'humiliation, des estomacs vides et des idées nouvelles. Dans les cahiers de doléances, ces listes de griefs que chaque communauté du royaume a rédigées, on peut lire quelque chose d'extraordinaire. Des paysans normands qui demandent l'abolition des droits seigneuriaux. Des artisans parisiens qui exigent la liberté de commerce. Des bourgeois de province qui citent Rousseau et Montesquieu. Ce peuple-là n'est pas venu négocier, il est venu réclamer. Le tiers-État représente plus de 90% de la population française. Il paye l'essentiel des impôts. Dans le système des États généraux, il n'a qu'un seul vote, le même que la noblesse, le même que le clergé. Les 2 ordres privilégiés, qui ne paient quasiment rien, peuvent bloquer n'importe quelle réforme proposée par ceux qui paient tout. Dès le début, l'Assemblée se bloque sur cette question. Le tiers-État exige le vote par tête, un député, une voix. La noblesse et une partie du clergé s'y opposent farouchement. Louis XVI hésite, tergiverse et ne tranche pas. Alors le tiers-État agit seul. Le 17 juin 1789, il se proclame Assemblée nationale. Un acte d'une audace stupéfiante. Des représentants d'un ordre non souverain affirment qu'ils incarnent la nation entière, qu'ils ont le droit de légiférer, que leur autorité ne vient plus du roi, mais du peuple. Louis XVI réagit en faisant fermer la salle de réunion. Erreur fatale. Les députés se retrouvent dans la rue, furieux, et ils décident de se réunir dans le premier espace couvert qu'ils trouvent, une salle de jeu de paume. C'est là, le 20 juin 1789, qu'ils prêtent un serment qui va entrer dans l'histoire. Ne jamais se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Le roi capitule. Il demande à la noblesse et au clergé de rejoindre l'Assemblée nationale. Sa faiblesse est visible de tous.
Dans les rues de Paris, la tension est à son comble. Le 11 juillet, Louis renvoie Necker, son ministre populaire perçu comme le défenseur du peuple contre la cour. La nouvelle se répand dans Paris comme une traînée de poudre. Les rumeurs s'enflamment. Le roi prépare un coup de force. Les troupes étrangères qu'il a fait venir autour de la capitale vont attaquer. Cette peur-là, viscérale et explosive, aboutit le 14 juillet à ce que tout le monde connaît, la prise de la Bastille. Voici ce que les manuels ne disent jamais vraiment. La forteresse n'avait que 7 prisonniers ce jour-là. Pas exactement le symbole de l'oppression massive. Ce qui compte, c'est ce que la Bastille représentait dans les esprits. Une prison d'État, un instrument de la tyrannie royale, un lieu où l'on pouvait disparaître sur simple lettre de cachet. Quand la foule la prend d'assaut, elle ne libère pas des martyrs. Elle détruit un symbole. Et c'est précisément pour ça que tout bascule. Louis XVI est à la chasse quand on lui annonce la nouvelle. Il note dans son journal, à la date du 14 juillet 1789, un seul mot, rien. Soit il n'a pas compris la gravité de ce qui venait de se passer, soit il a décidé de faire comme si de rien n'était. Dans les deux cas, c'est vertigineux. Partout en France, la révolution se propage. Les châteaux brûlent, les seigneurs fuient. Les paysans refusent de payer leurs redevances. Les archives féodales, ces parchemins qui consignaient des siècles d'obligations et de servitudes, sont jetés dans les flammes. Dans la nuit du 4 août 1789, l'Assemblée nationale vote en quelques heures l'abolition des droits féodaux, de la dîme, des privilèges de la noblesse et du clergé. Des siècles d'ancien régime s'effondrent en une nuit, dans une assemblée qui vote dans un état d'exaltation collective presque impossible à décrire. Le 26 août, l'Assemblée adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 17 articles, des mots qui vont résonner dans toute l'Europe et au-delà. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La source de toute souveraineté réside dans la nation. La loi est l'expression de la volonté générale. Louis XVI refuse dans un premier temps de ratifier ces textes. En octobre, des milliers de femmes parisiennes, affamées, en colère, marchent sur Versailles pour chercher du pain et ramener le roi à Paris. Il sera désormais otage de sa propre capitale, surveillé, contrôlé, prisonnier dans sa dorure. L'Assemblée rédige une constitution. Elle instaure une monarchie constitutionnelle. Le roi garde un pouvoir exécutif réel, mais encadré par une assemblée élue. Il ne peut plus faire de loi seul, et son veto sur les décisions législatives est limité. C'est un compromis. Beaucoup y croient encore, y compris parmi les révolutionnaires modérés. Peut-être que Louis acceptera honnêtement ce nouveau rôle. Peut-être que la France peut se moderniser sans détruire la monarchie. Cette espérance va mourir dans une nuit de juin 1791. Sur une route de province, dans une voiture trop lourde et trop lente. Depuis des mois, Louis XVI prépare sa fuite en secret. Il correspond clandestinement avec les cours étrangères, son beau-frère l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse. Il joue un double jeu d'une imprudence absolue. Il prête serment à la Constitution en public, et en privé, il supplie les souverains étrangers d'intervenir militairement pour restaurer son pouvoir absolu. Marie-Antoinette est en contact constant avec Vienne. La trahison n'est pas une hypothèse, c'est une réalité documentée. Le plan de fuite est organisé par le comte Axel von Fersen, un aristocrate suédois proche de la reine. Dans la nuit du 20 juin 1791, la famille royale quitte discrètement le palais des Tuileries. Déguisés, le roi en valet de chambre, la reine en gouvernante, les enfants en filles d'une baronne russe fictive, ils montent dans une berline volumineuse, tirée par 6 chevaux. Direction, la frontière nord-est, où les attend un général avec des troupes loyalistes. De là, ils espèrent rallier les armées autrichiennes et revenir en triomphe, restaurer l'absolutisme, punir les révolutionnaires. Mais cette voiture est trop grande, trop lente et trop visible. Le roi, incapable de rester dans l'ombre même quand sa vie en dépend, bavarde avec les paysans au relais de poste, se montre aux fenêtres. À Sainte-Ménéhould, un maître de poste du nom de Drouet croit reconnaître le profil royal. Ce même profil qu'il a vu des dizaines de fois sur les assignats. Il prend son cheval, coupe à travers champs et arrive avant la berline à Varennes. Dans ce bourg endormi, en pleine nuit, la famille royale est stoppée.
L'alarme est sonnée. Le roi est reconnu, il ne peut nier. Sa tentative de fuite, son déguisement, ses mensonges, tout devient public. Le retour à Paris est une procession funèbre. Des centaines de milliers de Parisiens s'alignent sur le trajet, dans un silence de plomb. Pas un cri, pas une insulte, juste ce silence glacé qui dit tout. Ce roi qu'ils avaient appelé le père du peuple, ce roi qui avait juré de défendre la Constitution, il les avait abandonnés pour aller chercher des armées étrangères à ses frontières. L'Assemblée nationale est dans une position impossible. Elle ne veut pas détruire la monarchie constitutionnelle qu'elle a si laborieusement construite. Elle invente donc une fiction. Louis XVI a été kidnappé. On fait semblant de le croire. On le suspend temporairement et on le réintègre après qu'il ait à nouveau prêté serment à la Constitution. Mais personne n'est dupe. Ceux qui veulent une république, les Cordeliers, une partie grandissante des Jacobins, sortent de l'affaire de Varennes avec une certitude absolue. Tant que Louis XVI sera sur le trône, la Révolution ne sera jamais en sécurité. Quelque chose s'est brisé à Varennes. Pas une institution, pas une loi. Un lien. Le dernier fil qui reliait encore le peuple français à l'idée qu'un roi pouvait gouverner avec lui plutôt que contre lui. Ce fil-là ne se renouerait plus. Au Palais des Tuileries, où il vit désormais sous surveillance permanente, Louis XVI sourit publiquement à ses gardiens révolutionnaires, tout en envoyant en secret des messages à ses alliés étrangers pour les implorer d'intervenir. Au printemps 1792, la guerre éclate, et avec elle, le compte à rebours final de la monarchie française commence à tourner. Les Tuileries, été 1792, Paris sans la poudre. Les canons sont dans les rues, les piques sont dans les mains, et les sans-culottes regardent le palais royal avec des yeux qui ne contiennent plus ni respect ni peur. Seulement de la haine froide, patiente, et cette conviction tranchante comme une lame que le roi les a trahis une fois de trop. La guerre contre l'Autriche et la Prusse se passe mal. Les armées révolutionnaires, désorganisées, privées d'une grande partie de leurs officiers nobles qui ont émigré, reculent sur tous les fronts. En juillet, le duc de Brunswick publie un manifeste d'une arrogance stupéfiante. Si la famille royale est touchée, Paris sera livré à une destruction totale. Ce texte est censé terroriser les révolutionnaires. Son effet est exactement inverse. Paris explose. Dans les sections populaires de la capitale, dans les clubs politiques, dans les cabarets où s'entassent les fédérés venus de toute la France pour défendre la Révolution, la même question circule comme un poison. Comment peut-on gagner une guerre quand le roi lui-même, installé au centre du royaume, travaille pour l'ennemi ? La réponse que Robespierre articule avec sa précision clinique et que Marat hurle dans ses journaux, c'est qu'on ne peut pas. Que tant que Louis XVI sera roi, la France perdra. Dans la nuit du 9 au 10 août 1792, les tocsins sonnent à Paris. Toutes les cloches en même temps, ce son que les Parisiens connaissent bien, ce son qui veut dire que quelque chose d'irréversible est en train de se décider. Les sections révolutionnaires se lèvent, forment une commune insurrectionnelle qui prend le contrôle de l'hôtel de ville. Des colonnes de gardes nationaux et de fédérés marseillais et bretons convergent vers les Tuileries, baïonnettes en avant, avec ce chant né à Strasbourg quelques mois plus tôt, qui allait devenir la Marseillaise. Louis XVI a eu le choix. Résister, fuir à nouveau, ou se soumettre. Il a choisi quelque chose d'intermédiaire, d'hésitant, de fatal. Il a ordonné à ses gardes suisses de défendre le palais, puis, au milieu des combats, alors que le sang coulait déjà dans les couloirs, il a envoyé un message leur ordonnant de cesser le feu. Ses propres défenseurs, déjà sous les armes et face à une foule armée, reçoivent l'ordre de poser leurs fusils. Le massacre qui s'ensuit est d'une brutalité absolue. Les Suisses qui obéissent sont tués sur place. Ceux qui résistent aussi. En quelques heures, le palais est pris d'assaut, saccagé, et le trône de France n'existe plus que comme meuble. Louis XVI a fui avant même la fin. Il s'est réfugié avec sa famille dans l'enceinte de l'Assemblée législative, demandant sa protection. Il passe les heures décisives assis dans la loge du logographe, une minuscule tribune couverte, séparée de la salle par une grille, pendant que dehors, ses gardes meurent pour lui. Les députés regardent cette silhouette passive, cet homme qui ne commande plus rien, qui n'incarne plus rien. Le soir même, ils votent la suspension du roi. La monarchie française a cessé d'exister,
le 10 août 1792. Ce qui reste, c'est une forme vide. Un homme qui porte encore le titre de roi, mais que plus personne n'écoute, enfermé avec sa famille dans la tour du Temple, pendant que la France décide ce qu'elle va faire de lui. La Convention nationale, élue au suffrage universel masculin en septembre 1792, se réunit pour la première fois le 21 du même mois. Le lendemain, elle abolit la royauté. La République française est proclamée. Officiellement. Définitivement. Cette naissance a lieu dans un bain de sang, qui en dit long sur ce que sera la suite. En septembre 1792, alors que les armées prussiennes approchent et que la panique s'installe dans la capitale, quelque chose de terrifiant se produit dans les prisons de Paris. La rumeur court que les prisonniers, aristocrates, prêtres réfractaires, criminels de droit commun, suspects de toutes sortes, vont s'évader et poignarder les révolutionnaires dans le dos pendant que les soldats défendent les frontières. Cette rumeur est fausse, mais elle suffit. Pendant 5 jours, des foules armées font irruption dans les prisons parisiennes. Elles organisent des simulacres de jugement, des tribunaux improvisés, des verdicts rendus en quelques secondes. Les condamnés sont exécutés sur place, à la hache, à la pique, parfois à main nue. Plusieurs centaines de personnes meurent ainsi, dont une grande majorité n'avait aucun lien avec la contre-révolution. Des fous enfermés pour démence, des débiteurs emprisonnés pour dettes, des femmes dont le seul tort était d'être dans le mauvais endroit au mauvais moment. Les massacres de septembre ne sont pas commandités par le gouvernement. Ils se déroulent avec la complicité passive de ceux qui pourraient les arrêter et ne le font pas. Danton, ministre de la Justice, sait ce qui se passe. Il ne bouge pas. Marat les a appelés de ses vœux dans ses journaux depuis des semaines. La République est née. Elle a du sang sous les ongles depuis ses premiers jours. En janvier 1793, Louis XVI est jugé par la Convention. Le procès est une pièce de théâtre dont l'issue ne fait aucun doute pour la majorité de ceux qui y participent. La défense du roi est habile, ses avocats soulèvent des questions constitutionnelles réelles, ils arguent qu'un roi inviolable ne peut être jugé par une assemblée qu'il a contribué à constituer, mais les mots ne pèsent plus rien face à la force politique du moment. Louis est reconnu coupable de trahison. Il est condamné à mort. Le 21 janvier 1793, place de la Révolution à Paris, Louis Capet monte les marches de l'échafaud. Il essaie de parler au peuple massé autour de lui. Il dit qu'il pardonne à ceux qui ont causé sa mort. Les tambours couvrent sa voix. La lame tombe. Ce n'est pas seulement un régicide, c'est l'annonce au monde entier que la Révolution française ne se laissera pas négocier, que les rois d'Europe ont raison d'avoir peur, que la royauté de droit divin peut mourir sous une lame. Pendant des siècles, les rois de France avaient gouverné par grâce divine. Leur personne était sacrée. Ce qui vient de se passer place de la Révolution est une rupture d'une portée qu'aucun traité, aucune constitution, aucune déclaration n'avait jusqu'alors accompli. L'Europe répond comme la France l'avait prévu. En quelques semaines, la Grande-Bretagne, l'Espagne, la Hollande et les États italiens rejoignent la coalition contre la République. La guerre n'est plus une guerre de frontières, c'est une guerre idéologique, existentielle, entre deux visions du monde incompatibles. La France la mène sur une dizaine de fronts simultanément, avec une armée qui se reconstitue à toute vitesse et des ressources humaines puisées dans la nation entière. C'est dans ce contexte de guerre totale que la terreur naît. Pas comme un accident, pas comme un dérapage, comme une politique délibérée, construite pierre par pierre par des hommes qui croyaient sincèrement qu'elle était nécessaire à la survie de la République. Au printemps 1793, la situation est désespérée. La Vendée s'est soulevée dans une guerre civile d'une férocité inouïe. Des paysans catholiques royalistes contre les armées républicaines, dans des bocages où chaque haie devient une embuscade, chaque village un champ de bataille. À Lyon, à Bordeaux, à Marseille, des républicains qui refusent la domination parisienne se révoltent contre la Convention. Sur les frontières, les armées coalisées avancent. Le comité de salut public est créé au printemps 1793. 12 hommes qui concentrent entre leurs mains un pouvoir exécutif quasi absolu. Robespierre en devient le membre le plus influent en juillet. Autour de lui, Saint-Just, à peine 25 ans, d'une beauté froide et d'une conviction absolue, qui croit que la vertu peut être imposée par la force. Carnot,
l'organisateur militaire de génie qui va transformer l'armée française en machine de guerre. Billaud Varenne, Collot d'Herbois, des hommes qui ne dorment plus, qui vivent dans une tension permanente, qui ont internalisé l'idée que toute faiblesse est une trahison. En septembre 1793, la Convention vote que la terreur est à l'ordre du jour, officiellement. La loi des suspects est adoptée. Peuvent être arrêtés tous ceux qui, par leur conduite, leurs propos ou leurs écrits, se montrent partisans de la tyrannie. La définition est si vague qu'elle permet d'arrêter n'importe qui. Le tribunal révolutionnaire a désormais le droit de condamner à mort sans appel. Marie-Antoinette est guillotinée en octobre 1793. Son procès dure 2 jours. On l'accuse d'avoir envoyé de l'argent à l'étranger, c'est vrai. On l'accuse d'avoir comploté contre la France, c'est documenté. Puis l'accusateur public Hébert, dans un moment d'abjection absolue, l'accuse d'avoir abusé sexuellement de son propre fils. La reine, jusqu'alors digne et silencieuse dans le prétoire, se lève et interpelle toutes les mères présentes dans la salle. Elle dit qu'elle ne répondra pas à une telle horreur. Robespierre lui-même, apprenant cette accusation, aurait dit que c'était une stupidité, pas par compassion, mais parce que ça risquait de susciter la sympathie pour la condamner. Les Girondins, ces républicains modérés, orateurs brillants, partisans d'une révolution libérale et fédéraliste, sont arrêtés en masse au printemps. 21 d'entre eux sont guillotinés en octobre, en une seule journée. La veille de son exécution, Vergniaud, l'un des plus grands orateurs de la Révolution, aurait prononcé cette phrase qui allait traverser les siècles. La Révolution, comme Saturne, dévore ses propres enfants. Car voilà le vertige de la terreur. Elle ne s'arrête pas aux ennemis de la République. Elle avance, elle s'emballe, elle commence à manger ceux qui l'ont créée. En novembre 1793, Robespierre fait exécuter les hébertistes, les ultra-révolutionnaires qui voulaient déchristianiser totalement la France et instaurer un culte de la raison. Trop à gauche, dangereux. Au printemps 1794, c'est au tour de Danton, l'homme qui avait dit « l'audace, encore l'audace, toujours l'audace ». Danton qui demande maintenant qu'on relâche la pression, qu'on arrête de guillotiner, qu'on laisse la République reprendre son souffle. Il est arrêté, jugé, condamné en 3 jours. Avant de monter à l'échafaud, il dit au bourreau « Montre ma tête au peuple, elle en vaut la peine ». Danton mort, les indulgents écartés, les hébertistes exécutés, le comité de salut public est seul maître du jeu. La guillotine tourne. Pendant ce qu'on appellera la Grande Terreur, le rythme des exécutions s'accélère jusqu'à l'absurde. Des dizaines de condamnés par jour, des procès qui durent quelques minutes, des accusations si vagues que personne ne se sent plus en sécurité, ni les aristocrates, ni les bourgeois, ni les révolutionnaires de la première heure. Des membres de la Convention elle-même commencent à regarder derrière eux dans les couloirs. Une loi de Robespierre et Saint-Just supprime les dernières protections des accusés. Plus d'avocats, plus de témoins à décharge. 2 verdicts possibles, l'acquittement ou la mort. Et le tribunal révolutionnaire a pour seule boussole les instructions du comité de salut public. Des dizaines de milliers de personnes sont exécutées ou meurent dans les prisons de la République. Et la majorité d'entre elles n'appartenaient pas à l'aristocratie. Des paysans, des ouvriers, des soldats accusés de lâcheté, des femmes, des prêtres, et une quantité terrifiante de révolutionnaires sincères dont le seul crime était d'avoir un ennemi au comité. En Vendée, les colonnes infernales appliquent une politique que certains historiens modernes n'hésitent pas à qualifier de génocidaire. Les villages sont brûlés, les hommes, les femmes, les enfants tués sans distinction, les puits empoisonnés, le bétail abattu. L'objectif déclaré est d'anéantir une population qui a choisi la contre-révolution. Ce qui se passe dans ces bocages de l'Ouest reste l'une des pages les plus sombres et les plus disputées de toute cette période. Certains historiens parlent de guerre civile ordinaire dans sa brutalité, d'autres maintiennent que la logique d'extermination était bel et bien présente dans les ordres donnés. Le débat, parmi les spécialistes, n'est pas clos. Au sommet, Robespierre glisse vers quelque chose qui ressemble à la paranoïa. Il se retire, tombe malade.
Il prépare un grand discours où il annonce qu'il y a encore des traîtres, qu'il faut encore épurer, qu'il faut encore frapper. Mais il ne nomme personne. Ce silence-là, cette menace qui plane sans se préciser, décide de son sort. Le 27 juillet 1794, des membres de la Convention qui se sentent menacés s'organisent. Robespierre monte à la tribune pour parler. Il est interrompu, hué, empêché de s'exprimer. Saint-Just, puis Robespierre, puis Couthon sont arrêtés le soir même. Dans la nuit, Robespierre tente de se suicider ou est blessé lors de son arrestation. On ne saura jamais exactement ce qui s'est passé. Le lendemain, il monte à l'échafaud avec une mâchoire fracassée, maintenue par un bandage. Quand le bourreau arrache le bandage pour libérer son cou, il pousse un cri qui doit avoir résonné longtemps dans la mémoire de ceux qui étaient là. L'incorruptible est mort, la terreur est finie, officiellement. Qu'est-ce qui reste ? Une France exsangue, traumatisée, couverte de sang séché que plus personne ne sait comment laver. Des prisons pleines de suspects qui ne savent pas encore s'ils vont être libérés ou exécutés. Une convention qui a voté la terreur et qui doit maintenant faire comme si elle n'y avait été pour rien. Des révolutionnaires rescapés qui se regardent en se demandant lequel d'entre eux dénoncera l'autre en premier pour survivre. Un peuple qui a renversé un roi, guillotiné une reine, proclamé la République au nom de la liberté et qui se réveille dans un monde où la peur n'a pas diminué d'1 gramme depuis 1789. Elle a simplement changé d'adresse. La Révolution a dévoré ses idéaux presque aussi vite qu'elle avait dévoré ses ennemis. Ce qu'il faut maintenant, c'est quelqu'un pour ramasser les morceaux. Quelqu'un capable d'incarner l'ordre sans paraître royaliste, la force sans ressembler à un tyran, la gloire sans déclencher une nouvelle révolution. Quelqu'un qui saurait transformer ce chaos en quelque chose qui ressemble à un État. La France, en cet automne 1794, cherche un homme. Elle ne sait pas encore son nom, mais elle le cherche. Paris, automne 1794. Les charrettes ne transportent plus de condamnés vers la place de la Révolution. Les tricoteuses ont rangé leurs aiguilles. Le tribunal révolutionnaire tourne encore, mais plus lentement, avec une hésitation nouvelle, comme une machine dont quelqu'un aurait retiré le combustible sans savoir exactement comment l'arrêter. Dans les rues, quelque chose d'étrange se passe. Pas la joie, pas le soulagement, pas la liberté retrouvée. Plutôt un vide, un silence lourd, incertain. Le silence de gens qui ont traversé quelque chose d'énorme et qui ne savent pas encore ce qu'ils sont devenus de l'autre côté. Les prisons s'ouvrent. Des centaines de suspects, arrêtés pour des motifs si vagues qu'eux-mêmes avaient cessé de chercher à les comprendre, se retrouvent dans la lumière du jour. Ils ont des visages creusés, des vêtements qui pendouillent, un regard où se lisent des mois de terreur sourde. Certains trouvent leur famille intacte. D'autres découvrent que leurs proches ont été guillotinés pendant leur détention. Ils marchent dans Paris comme des revenants, et d'une certaine façon, ils le sont. La jeunesse dorée déferle. Ces jeunes hommes des quartiers bourgeois, les muscadins comme on les appelle, parfumés et provocateurs, armés de gourdins plombés qui nomment avec un humour sinistre leur constitution, parcourent les rues en cherchant les anciens terroristes, les jacobins de base, les militants des sections qui ont voté la mort de leur père ou de leurs voisins. Ce qu'ils font s'appelle la réaction thermidorienne, et ça ressemble moins à une restauration de l'ordre qu'à une vengeance habillée en politique. Le club des Jacobins est fermé en novembre. Les bustes de Marat sont brisés dans les espaces publics. On débaptise des rues, on efface des noms. La France cherche à réécrire l'ardoise aussi vite que possible, à convaincre le monde, et elle-même, que la terreur avait été une parenthèse, une erreur, une aberration plutôt qu'une conséquence logique des années précédentes. Les problèmes de fond, eux, ne s'effacent pas avec les bustes de Marat. La guerre continue. L'assignat s'est effondré. Sa valeur a fondu depuis 5 ans d'émissions incontrôlées, au point qu'il faut désormais emporter des liasses entières pour acheter une miche de pain. L'inflation dévore les salaires. Les marchés noirs prospèrent. Les paysans refusent de vendre leurs récoltes contre du papier sans valeur et préfèrent laisser pourrir leur grenier plutôt que d'être payés en monnaie de singe. L'hiver qui suit est d'une rigueur glaciale, et les Parisiens qui ont survécu à la terreur meurent maintenant de froid et de faim dans leurs appartements. Dans ce contexte de déliquescence totale, la Convention thermidorienne accouche d'une nouvelle constitution en août 1795.
elle donne naissance au Directoire, un régime de 5 directeurs, d'une assemblée bicamérale, d'un équilibre des pouvoirs soigneusement pensé pour éviter à la fois la tyrannie d'un seul et la tyrannie de la foule. Sur le papier, c'est élégant, presque raisonnable. Dans la pratique, c'est un édifice monté sur du sable mouillé. Les 5 directeurs qui prennent le pouvoir en novembre 1795 ne forment pas un gouvernement. Ils forment une coalition d'hommes qui se méfient les uns des autres, qui rivalisent pour les ressources, qui se neutralisent mutuellement à chaque décision difficile. Barras, le plus habile d'entre eux, est un ancien noble converti au républicanisme par opportunisme, corrompu jusqu'à la moelle, mais doté d'un flair politique remarquable pour sentir d'où vient le vent. Carnot, l'organisateur militaire de la Terreur, représente une forme de rigueur républicaine. Entre ces 2 hommes et leurs 3 collègues, les compromis permanents vident les décisions de tout sens. Le régime est coincé entre 2 dangers symétriques. D'un côté, les royalistes qui espèrent une restauration de la monarchie et gagnent des élections à un rythme inquiétant pour les républicains. De l'autre, les néo-jacobins qui veulent une revanche, qui idéalisent 1793 en oubliant soigneusement les charrettes et qui organisent des complots pour renverser un régime qu'ils jugent trop mou et trop bourgeois. Entre ces 2 feux, le Directoire survit en trichant. Quand les royalistes gagnent trop d'élections, ils les invalident par un coup de force institutionnel. Des directeurs font annuler des résultats électoraux avec l'appui de l'armée. Quand les néo-jacobins menacent, ils les répriment. Quand des généraux deviennent trop populaires, ils les envoient en campagne le plus loin possible. Ce dernier réflexe va se révéler une erreur d'une portée considérable. L'armée est devenue quelque chose que les fondateurs de la République n'avaient pas tout à fait prévu. La seule institution qui fonctionne vraiment. La levée en masse de 1793 a créé une force militaire populaire d'une taille et d'une énergie inédites. Des centaines de milliers d'hommes, recrutés dans toutes les classes sociales, commandés par des officiers dont les grades viennent du mérite et non de la naissance. Ces officiers sont jeunes, ambitieux et ils gagnent. En Belgique, en Hollande, en Italie, sur le Rhin, les armées de la République repoussent les coalisés. La France révolutionnaire, qu'on annonçait morte et dépecée, est en train de dominer le continent. Et leurs généraux sont les seuls héros que la France ait encore. Napoléon Bonaparte a 26 ans quand le Directoire lui confie le commandement de l'armée d'Italie, la plus petite et la plus négligée des armées françaises, déployée dans les Alpes-Maritimes avec des soldats en guenilles, mal nourris, sans équipement digne de ce nom. Ce qu'il fait de cette armée en 12 mois restera l'un des exploits militaires les plus étudiés de l'histoire occidentale. Il bat les Piémontais en quelques semaines, il traverse le Pô, il enfonce les Autrichiens à Lodi, à Arcole, à Rivoli. Il négocie des armistices, impose des traités, crée des républiques sœurs en Lombardie, sans en référer à Paris selon ses propres visions politiques. Le Directoire le regarde avec un mélange d'admiration et de crainte grandissante. Il faut le tenir occupé. On lui confie une expédition en Égypte, une aventure orientale censée frapper l'Angleterre dans ses routes commerciales. Bonaparte part avec une armée et une délégation de savants, bat les Mamelouks à l'ombre des pyramides et se retrouve bloqué au Levant quand la flotte française est détruite par l'amiral Nelson. L'Égypte, militairement, est une impasse. En France, pendant ce temps, la situation empire. Une nouvelle coalition s'est formée contre la République. Les armées françaises reculent en Italie, en Allemagne, en Suisse. L'économie ne se redresse pas. Les directeurs se querellent. L'autorité du gouvernement est à ce point érodée que certaines régions ne l'écoutent plus vraiment. Bonaparte, en Égypte, reçoit des nouvelles de France. Il comprend. Il abandonne son armée, littéralement, et rentre en septembre 1799 avec la discrétion d'un homme qui sait exactement ce qu'il vient chercher. Paris l'accueille comme un sauveur, non pas parce qu'il a gagné en Égypte, il n'a pas vraiment gagné, non pas parce qu'il est invaincu, la légende est déjà en train de se construire sur des fondations partiellement fictives. La France a besoin d'y croire. Elle a besoin d'un homme qui incarne quelque chose de plus grand qu'elle-même, quelque chose qui ressemble à la fois à la gloire de l'ancienne monarchie et à l'énergie nouvelle de la Révolution. Un pont entre deux mondes, une synthèse impossible, mais désirée passionnément. Les conspirateurs sont déjà en place. Sieyès,
l'ancien abbé qui avait écrit en 1789 que le tiers-état est tout, cherche depuis des mois un sabre pour appuyer son cou. Il avait approché d'autres généraux, l'un mort au combat, l'autre trop hésitant. Bonaparte arrive au bon moment, comme un acteur qui entre en scène exactement quand son personnage est appelé. Le 9 novembre 1799, les conjurés agissent. Les deux assemblées sont convoquées à Saint-Cloud sous prétexte d'un complot jacobin fictif. Bonaparte se présente devant les 500 pour les convaincre de voter la dissolution du Directoire. L'accueil est houleux. Des députés se lèvent, crient au tyran. Certains se précipitent sur lui et le saisissent au revers. Il sort de la salle en titubant, pâle, le visage griffé par des ongles qui avaient failli changer le cours de l'histoire. Son frère Lucien, président des 500, sauve la situation. Il sort et convainc les grenadiers en faction que les députés sont sous la coupe d'assassins payés par l'Angleterre. Les soldats entrent dans la salle. Les élus s'enfuient par les fenêtres. Le soir, un groupe de députés complaisants vote les pouvoirs consulaires. Napoléon Bonaparte devient premier consul. La République n'est pas officiellement morte ce soir-là. Elle portera encore son nom pendant 5 ans. Mais le 9 novembre 1799 est le moment où sa substance disparaît. Ce qui reste, c'est une coquille. Des institutions républicaines vidées de leur contenu, des titres dont le sens a été retourné, une liberté de façade qui cache une concentration du pouvoir sans précédent depuis Louis XIV. Ce que la décennie révolutionnaire a changé dans les profondeurs de la société française, et bien au-delà, se mesure vraiment avec le recul des siècles. L'abolition du féodalisme, votée dans cette nuit extraordinaire du 4 août 1789, est irréversible. Les paysans français ne paieront plus jamais de droits seigneuriaux. La terre a été redistribuée. Des millions d'hommes et de femmes qui étaient légalement au bas de l'échelle sociale en sont sortis, et ils n'y sont jamais retournés. Napoléon n'y touche pas. Les Bourbons restaurés n'y touchent pas. Personne n'y touchera plus jamais vraiment, parce que le faire reviendrait à déclencher une nouvelle révolution. Le Code civil, que Bonaparte promulgue en 1804, mais dont les fondations ont été posées par les juristes révolutionnaires depuis 1790, codifie une vision du monde radicalement nouvelle. L'égalité devant la loi, la propriété individuelle garantie, la famille restructurée autour du contrat plutôt que du sacrement. Ce texte s'exporte dans une grande partie de l'Europe continentale, dans les colonies françaises, en Amérique latine, portant avec lui, parfois malgré les régimes qui s'en réclament, les germes d'une modernité juridique qui est encore la nôtre. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 survit à tout. Aux Thermidoriens, au Directoire, à Napoléon, aux Bourbons. Elle est réaffirmée, réinterprétée, disputée, mais elle reste. Victor Schœlcher s'en réclame quand il abolit l'esclavage en 1848. Les rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 en sont les héritiers directs. Des mots écrits dans la fièvre de l'été 1789 continuent d'être invoqués dans des tribunaux, des parlements et des places publiques aux 4 coins de la planète. L'idée même de nation change de nature pendant la Révolution française. Avant 1789, la France est le domaine du roi, une collection de provinces avec leurs coutumes, leurs langues, leurs loyautés particulières. Après 1789, la France est la nation, un corps politique souverain dont tous les citoyens sont membres à égalité. Cette idée de la nation comme communauté civique, définie non par la naissance ou la religion, mais par l'adhésion à des valeurs communes, va irriguer tout le XIXe siècle. Les révolutions de 1848 en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Hongrie, toutes se réclament en partie de cet héritage. L'ombre portée de 1789 s'étend sur presque chaque mouvement d'émancipation qui suit. La séparation de l'Église et de l'État, chaotique, violente, incomplète pendant la période révolutionnaire, pose malgré tout les fondements d'une laïcité qui deviendra un principe cardinal de la République française. La déchristianisation forcée est un désastre politique qui aliène des millions de croyants. Mais l'idée que l'État ne tire pas sa légitimité de Dieu, que le curé n'a pas vocation à dicter la loi aux citoyens, que la conscience religieuse appartient à la sphère privée, cette idée-là survit, s'affine et aboutit à la loi de séparation de 1905.
La terreur, elle, laisse un autre héritage, plus sombre, plus inconfortable, que les républicains ont longtemps préféré ne pas regarder en face. Elle pose une question que les démocraties modernes n'ont pas fini de débattre. Jusqu'où peut aller une révolution pour se défendre sans trahir ses propres principes ? Peut-on défendre la liberté par des moyens qui la nient ? Peut-on imposer la vertu ? À partir de quel moment le défenseur de la République devient-il son bourreau ? Robespierre avait répondu : la terreur est une émanation de la vertu. Saint-Just avait dit que ceux qui font les révolutions à moitié ne font que creuser leur propre tombe. Ces réponses ont conduit à la guillotine des milliers d'innocents. Mais les questions, elles, sont restées. Marx s'en souvient en écrivant le Manifeste. Les révolutionnaires de 1917 regardent vers 1793 comme vers un modèle. Certains avec admiration, d'autres avec la ferme intention de ne pas commettre les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs qu'ils commettront quand même. Louis XVI croyait gouverner pour l'éternité. Il pensait que le monde dans lequel il avait grandi durerait autant que le monde lui-même. 10 ans après son couronnement, son fils portait en prison le titre de Louis XVII sans avoir jamais régné. La France était méconnaissable, blessée, transformée, épuisée, mais fondamentalement différente de ce qu'elle avait été. Certaines révolutions échouent et disparaissent sans laisser de traces. Celle-là a échoué à se maintenir sous sa forme républicaine. Elle a été détournée, confisquée, recouverte par l'or impérial et les lauriers d'un général corse qui n'était pas français de naissance, mais qui avait compris mieux que quiconque comment parler à une nation qui cherchait un miroir où se voir grande. Ces idées, elles, n'ont jamais vraiment été vaincues. On peut tuer un roi, on peut guillotiner des révolutionnaires, on peut disperser une assemblée avec des grenadiers. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est désapprendre à un peuple qu'il est souverain. Cette conviction-là, une fois qu'elle a pénétré suffisamment profond, ne s'extirpe plus. Elle dort, parfois pendant des décennies. Elle attend. Elle se réveille toujours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un like, ça aide vraiment la chaîne à exister. Et si vous voulez continuer à plonger dans ces moments où l'histoire bascule en quelques jours, abonnez-vous. D'autres histoires comme celle-là vous attendent.